ravie, voilà, bonjour à tous. Ouais, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire d'où vous êtes, de quelle région vous êtes éventuellement. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'être encore en présence de Xavier Cormary pour voilà, vous parler de l'alimentation en EHPAD. Et je remercie Charles Faroche qui se présentera tout à l'heure, chirurgien dentiste spécialisé en gériatrie, qui connaît très bien le monde des EHPAD et qui vous parlera, bien sûr, enfin, qui va répondre déjà à nos petites questions, parce qu'on a toujours plein de questions avec Xavier. Donc, on est là avec vous pendant 1 heure. N'hésitez pas, du coup, à utiliser le chat, à poser vos questions tout au long de nos échanges avec Charles. Avant ça, vous le savez, on va vous faire une petite présentation quand même de nos masterclass qui est un petit peu nouveau, qui reste dans le modèle des webinaires. Hein. On ne change pas quelque chose qui fonctionne bien. On a appelé ça masterclass parce que l'idée, c'est effectivement de bien se différencier des webinaires classiques. Les masterclass des bienfaisants, l'idée, c'est de vous apporter de l'information très pratico-pratique sur les fonctionnements, enfin sur les besoins des EHPAD, les problématiques des EHPAD. On a commencé avec la fausse route parce que c'est notre cœur de métier avec Xavier. Mais là, on continue, on poursuit forcément cette interrogation avec la santé bucco-dentaire, mais surtout en essayant de vous apporter des solutions très pratico-pratiques pour que vous puissiez reproduire ou en tout cas trouver des solutions ensuite sur votre établissement. Alors, on va rapidement se présenter avec Xavier. Donc, moi, je vais commencer. Donc, moi, je suis Aline Victor, je suis diététicienne. Je connais le médico-social depuis un peu plus de 15 ans. Et je suis à l'origine du projet Le Livre blanc des bienfaisants. Donc, à table, tout se joue. Et donc, j'ai mon cabinet de conseil avisé qui a pour objectif de repenser l'alimentation en EHPAD, entre autres. Mais voilà, je ne vais pas vous énumérer tout ce que je fais. Mais en tout cas, sur la partie EHPAD, c'est vraiment mon cœur d'activité. Voilà, et donc moi je suis Xavier Cormary et je m'occupe de troubles de la déglutition depuis une éternité, comme en atteste ma barbe blanche. Et donc je m'occupe en particulier des difficultés dans les EHPAD, donc des enjeux de prévention, des complications, des troubles de la déglutition. Voilà. Voilà, on aura l'occasion de reparler de ce qu'on fait. Donc, comme on vous l'a dit, Xavier, on a tous les deux une forte expérience du marché des EHPAD. On n'a pas uniquement une expérimentation scientifique, mais on va aussi sur le terrain. Donc, on a fait beaucoup d'expérimentations. Xavier bien avant moi, moi depuis quelques mois, voire années maintenant auprès de Xavier. Donc, tout ce qu'on vous raconte là, hein, on l'expérimente, on est au contact des opérations, des opérationnels sur le terrain. On connaît vos difficultés, vos problématiques, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé la nécessité d'écrire ce livre blanc à table tout se joue. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas téléchargé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur le chat ou un mail pour l'obtenir. Et donc en fait, à l'issue de ce livre blanc, on a continué nos expérimentations, nos réflexions avec Xavier, et c'est là que est née la démarche cuisine bienfaisante, dont l'un des objectifs, et ça va intéresser Charles forcément, est de redonner la capacité de mastiquer aux gens en EHPAD et donc de faire un peu la chasse aux trop mixés en EHPAD et notamment aux trop compléments nutritionnels oraux aussi. L'idée étant de remettre l'alimentation au cœur de la stratégie de la dénutrition dans les EHPAD et de valoriser en tout cas l'alimentation, les goûts, la perception sensorielle, puisque beaucoup de choses passent par l'alimentation, hein, le plaisir, tout ce qui passe par le goût et les sens au niveau de la bouche. Et donc, voilà, on essaye de développer et de déployer cette cuisine bienfaisante dans les EHPAD. Alors, l'objectif, c'est pas de vous faire une présentation de cette démarche, mais en tout cas, n'hésitez pas voilà, à revenir vers nous si vous voulez en savoir plus. Et donc, dans cette logique de cette démarche cuisine bienfaisante, l'idée, c'était de pouvoir organiser 1 fois par mois une masterclass sur une thématique qui concerne justement l'alimentation en EHPAD. Et donc, bien évidemment, il nous a paru indispensable de pouvoir parler de la santé bucco-dentaire parce qu'elle ne touche pas que les personnes âgées en EHPAD, elle touche plus largement, et peut-être que Charles vous en parlera, mais elle touche plus largement les personnes en situation de handicap, ce que nous on appelle les personnes vulnérables, qui sont institutionnalisées et qui ont besoin en tout cas d'avoir une démarche un peu nouvelle et notamment de remettre l'alimentation au cœur de leurs préoccupations.
Voilà, donc rapidement, la cuisine bienfaisante, c'est trois actions, hein. La première, c'est sur des recettes qui sont donc du coup plus adaptées aux capacités des résidents, des indicateurs de suivi, puisqu'aujourd'hui, on manque cruellement d'indicateurs de suivi de pilotage de l'alimentation et de la restauration, et surtout des outils de coordination pour travailler en équipe pluridisciplinaire sur ces enjeux d'alimentation. Juste petite info, pour pas perdre trop de temps, mais juste pour votre info, donc on a ces masterclass effectivement dont je vous ai parlé, mais on a également, avec Xavier, on a plein d'idées à force d'aller sur le terrain, et donc on donne une suite au projet des bienfaisants. Donc on a les bienfaisants 2, c'est un peu comme les films, on a la deuxième épisode qui va sortir. Donc pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, on a organisé une réunion le 23 septembre. Donc n'hésitez pas là également à m'envoyer un petit mail si vous voulez poursuivre le projet des bienfaisants, où là on a plutôt une réflexion sur des outils complémentaires à l'outil de terrain pour faire avancer le schmilblick. Voilà, allez, je cesse de parler. L'idée c'est de laisser la parole à Charles. Donc Charles, je vais te laisser activer ton micro. Puis avant qu'on te pose des questions très pratico-pratiques, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et comment t'es venu l'amour de la gériatrie? L'amour, en tout cas, la passion. Donc ouais, merci Aline, merci Xavier. Donc moi, je suis Charles Fareux, je suis chirurgien dentiste. Alors avec un exercice exclusif en gériatrie, j'ai pas trop l'autorisation de parler de spécialité en gériatrie puisqu'elle n'existe pas. Mais en tout état de cause, c'est vraiment un exercice 100% dédié à cette discipline que je trouve assez intéressante et particulièrement inabordée en France. Et en fait, cette découverte, elle vient, c'est un peu le hasard des choses, quoi. Moi, à l'époque, je vivais à Grenoble. Alors, je suis diplômé de Lyon, mais mon premier exercice en tant que tel, en tant que diplômé, en tout cas, je l'avais fait à Grenoble. Et à cette époque, je faisais des vacations. J'en ai fait quelques-unes, je crois, de mémoire, mais dans une association qui visait des sans-papiers. Et en fait, mon nom a circulé jusqu'à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'ARS m'a appelé, en tout cas, c'était le dentiste conseil à l'époque, Jean-Louis Cottard, qui m'avait appelé en me disant, écoute, j'ai une mission en EHPAD, c'est rémunéré, donc à la différence de là où c'était bénévole pour les personnes sans-papiers. C'est une action qui est rémunérée pour des gens qui, a priori, en ont besoin. Je ne connaissais pas du tout, donc je ne savais même pas qu'il y avait un besoin particulier sur cette population-là. Il m'a dit, voilà, tu te déplaces en gros sur un groupement de 5 établissements et puis tu découvres un petit peu ce que c'est. Puis là, constat relativement alarmant, c'est-à-dire que de mon point de vue de jeune dentiste, en tout cas, je n'avais pas idée qu'on pouvait avoir des bouches dans cet état-là. C'est-à-dire que moi, j'avais en gros en tête, si tu veux, toutes les catégories sociales les plus pauvres qui venaient dans les services d'urgence. Donc pendant mes études, pour moi, c'était ça un peu le pire de ce qu'on pouvait retrouver en termes de bouche. Et en fait, je suis tombé de haut en ouvrant la bouche de nos vieux, quoi, de nos personnes âgées en France, parce que j'ai découvert qu'il y avait un sujet qui était absolument inabordé, très peu traité, voire pas du tout traité, et en fait sur lequel je pouvais avoir une espèce d'impact. Puis je me suis senti un peu utile, et puis ça venait en fait dans tout un environnement qui était en train de pousser, c'est-à-dire, tu vois, on avait de la télémédecine, on avait un supplément handicap, tu sais, pour la prise en charge des personnes vulnérables. J'avais cette sensation qu'il y avait tout un tas de démarches extérieures à moi qui, en plus, poussaient en fait l'idée de se dire, c'est peut-être une discipline à aller creuser pour de vrai, sans que ce soit trop difficile d'aller la creuser, tu vois, sans que ce soit un impératif. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, si tu veux, je me suis retrouvé un petit peu là-dedans. Et puis, après avoir été en mobilité, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité, il y a eu un centre de santé au sein d'un hôpital à Neuville, donc dans une ville pas loin de Lyon, qui cherchait un dentiste spécialisé en gériatrie, puisque c'était un hôpital gériatrique, quoi. Et donc là, j'ai eu des conditions de travail qui étaient vraiment de bonnes conditions de travail, avec de super assistantes qui connaissaient la discipline et le handicap et qui m'ont appris beaucoup de choses pendant 2 ou 3 ans que j'ai fait là-bas. Et ensuite, j'ai créé mon cabinet en libéral et j'ai continué de décider, moi, personnellement, de n'avoir une activité alors dédiée au handicap, mais avec une très forte dominante gériatrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois avoir 85-90% de ma patientèle qui a un handicap lié à l'âge. Donc, on pourrait dire un handicap normal, quelque part. Et 10%, je dirais, de handicaps plus jeunes qui seraient des handicaps anormaux. Donc voilà, dans l'idée, c'est un peu comme ça. Ok. Et alors, tu en as parlé assez brièvement en introduction. Tu as parlé effectivement des constats consternants de l'état des bouches des personnes âgées en EHPAD.
de ton expérience, parce que tu t'es quand même pas mal déplacé dans ces établissements-là, pourquoi on a ce constat-là aujourd'hui? Pourquoi la bouche des personnes âgées est dans cette... et déjà, si tu peux préciser quand tu dis qu'ils sont enfin, qu'est-ce que tu entends par situation, par la constat déplorable de la bouche des gens, qu'est-ce que tu entends par là et pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui dans les EHPAD? Alors, ouais, c'est pas la première communication que je fais. Et à plusieurs reprises, on m'a demandé d'être vigilant sur les mots que j'emploie. Mais euh, je vais quand même appeler un chat en gros. C'est quand même, je veux dire, si vous regardez TikTok, YouTube ou n'importe quoi, puis que vous cherchez les pires bouches que vous pouvez trouver, c'est globalement ce que vous trouverez dans les bouches des personnes âgées. Et donc, ça, c'est une réalité que je veux pas non plus qu'on nie. Je sais pas si on m'entend encore ou pas. Oui, oui, c'est bon, vas-y. Ouais. Donc c'est une réalité que je veux pas nier non plus et je veux pas la minimiser parce que pour moi il n'y a pas d'autre mot que de dire qu'effectivement c'est une situation qui est catastrophique et qu'il faut réussir à adresser. Je suis pas le seul à faire ce constat-là, hein. Le premier objectif de tous les CEPOM, c'est quand même d'améliorer la santé orale. Alors c'est dit en une phrase et très succinctement, mais en gros c'est quand même parce qu'il y a un constat qui est fait que c'est probablement un des trucs les plus catastrophiques sur lesquels on pourrait avoir une incidence assez facilement, et c'est pour ça qu'on a mis, je pense, en top priorité ce truc-là. Alors, sur ce qui fait que on arrive dans cet état-là, en gros, au niveau de la bouche des personnes âgées, je pense qu'il y a deux paramètres, quoi. Le fait que on soit peut-être dépendant de plus en plus tard, et que surtout, en fait, il y a une dégradation qui se fasse extrêmement rapidement. Ça veut dire qu'avec la dépendance, si tu veux, euh, on va se retrouver avec des bouches qui sont de plus en plus vieillissantes, où donc le mécanisme de nettoyage un peu naturel, il est altéré. Et puis cette dépendance fait qu'en fait, du jour au lendemain, quasiment, on n'a plus de soins bucco-dentaires. Et en fait, on a une dégradation qui est hyper rapide. Donc, c'est ça qui crée en fait cette espèce de situation un peu catastrophique, quoi. Et moi, j'entends, Charles, aussi que souvent les personnes âgées ne veulent pas qu'on regarde dans leur bouche. Est-ce que c'est un peu ton sentiment aussi ou pas? Bah, en fait, c'est pareil. Alors, je m'excuse, hein, il faudra prendre mes propos avec des pincettes, mais ils veulent pas non plus qu'on les nettoie. Enfin, je veux dire qu'on leur fasse leur toilette intime. Pourtant, on est bien On le obligé de fait. la faire. Et le problème, c'est qu'en fait, on va agir sur ces traitements-là avec deux poids, deux mesures, quoi, disons, et de se dire, bon, bah, ok, la bouche, c'est pas grave. Donc, il y a à la fois un phénomène de comportement qu'il faudrait réussir à changer dans ce truc-là, et puis une réalité qu'il faut probablement cesser d'ignorer. C'est-à-dire que, quand même, je suis souvent le seul à avoir ouvert la bouche des résidents quand je les vois, quoi. Ni la famille, ni les infirmiers, ni quoi que ce soit. Alors, quand je dis ça, c'est souvent, bien sûr, il y a tout un tas d'établissements avec des gens fabuleux qui font aussi un super travail, mais quand même, globalement, si on prend la moyenne, ça, c'est une réalité, quoi. Du coup, la question ce qui se pose, c'est est-ce qu'on peut parler de prévention? En quoi c'est important? Et qu'est-ce que ça serait, ou qu'est-ce que ça sera, ou qu'est-ce que ça doit être? Parce que là, tu es en train de nous parler de situations où on est au-delà de la prévention quand même, où la prévention telle qu'on l'imagine, se brosser les dents, du rouge vers le blanc, enfin, il me semble qu'on est un peu plus loin. En fait, alors pour le coup, si tu veux, la prévention, ça reste la même, hein. Ça reste un concept que tout le monde a appris depuis le plus jeune âge, c'est-à-dire on se sert de la brosse à dents avec les poils, et en fait, on brosse les dents comme on peut, quelque part. Déjà ça, c'est un premier pas en avant, quoi. Et en fait, elle ne change pas, cette prévention. Ça veut dire que quelqu'un qui ferait ça, il enraye au moins la dégradation. Ça veut dire que la situation, elle est ce qu'elle est quand il arrive ou quand il commence à faire ça. Bon, bah, en fait, simplement en faisant ça, il a enrayé la dégradation progressive, mais un peu brutale quand même, de l'état bucco-dentaire. Donc, il n'y a rien à réinventer, quoi. C'est un partenariat entre ceux qui réalisent le geste au quotidien et puis ceux qui le soignent. Donc, moi, enfin, nous, dentistes qui pouvons traiter les problèmes qui ne sont pas traitables par la brosse à dents. La brosse à dents, elle fait que prévenir, en fait, hein. Elle fait rien d'autre. Elle soignera jamais. Donc, et ça reste le seul outil. Voilà. Si tu veux, si on parle vraiment de prévention, moi, j'aimerais en profiter d'ailleurs pour dire à tout le monde d'arrêter avec ces bâtonnets-là, imbibés de je ne sais quel produit, parce que ça varie d'un établissement à l'autre. Espèce de bâtonnet qui va faire semblant de gratter. Ça n'a aucun intérêt. Faites la même chose avec une brosse à dents et puis vous aurez un résultat qui est bon. Et il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que moi, j'arrive à brosser des dents convenablement en 30 secondes, y compris à des gens, tous les gens que je vois ici, c'est les mêmes que ce que tout le monde a en EHPAD. Et donc, ça veut dire, quand je dis qu'il n'y a pas d'excuse, probablement que
j'ai l'habitude et que je sais faire le geste, Mhm. mais je suis pas plus fort que n'importe qui et c'est un geste qui est extrêmement simple et une fois qu'on l'a appris, on est capable de le mettre en place. Aujourd'hui, j'ai vu plein de formations, si tu veux, de tout un tas d'organismes qui tentent de faire une approche théorique et pratique sur plusieurs heures, tu vois, dans des formats, etc. Moi, si tu me demandes comment je gère ce problème-là, je prends 30 personnes et on va dans tout l'établissement et on brosse les dents pendant 5 heures ensemble. Et quelque part, toute la théorie, on l'oublie parce que l'urgence, c'est vraiment de se saisir de la brosse à dents et de savoir s'en servir. La théorie, c'est en plus. On fera du zèle si on est capable déjà de brosser les dents. Mais donc, ça, c'est un vrai problème de fond et puis probablement un problème de forme aussi. Et encore une fois, je suis pas là tout sachant à dire voilà, mais pour moi, il y a quand même des urgences qu'il faudrait réussir à adresser et ça en fait partie. La prévention, elle est quand même simple, quoi, extrêmement simple. Oui, en sachant qu'il y a des résidents qui peuvent aussi potentiellement se brosser les dents eux-mêmes, mais qu'il faut les stimuler, il faut leur dire, c'est voilà, c'est un peu comme avec les enfants, hein, sans vouloir infantiliser, mais de dire, voilà, maintenant, il faut aller vous brosser les dents, voilà, c'est aussi, ça fait partie des organisations de la journée. Mais concrètement, là, ma question va peut-être être bête, hein, Charles, mais Non, jamais. c'est quoi la conséquence d'une personne âgée qui ne se brosserait pas les dents? On entend souvent, bah oui, de la douleur, ils vont avoir mal aux dents, machin, mais c'est quoi globalement ce qui peut impacter le résident si on ne lui brosse pas les dents? Bah, en fait, sans vouloir rentrer dans un... Il y a plein de sujets qui sont possibles quand on brosse pas les dents, et encore une fois, c'est très dépendant de la personne à qui on brosse pas les dents. Tu sais, on en parlait au cours d'autres conversations, Aline, mais en gros, tu sais, c'est monde injuste, il y a des gens qui sont plus protégés que d'autres, et donc, en fait, l'incidence va pas être la même si on lui brosse pas les dents. Donc, il y a ça en base, et puis après, effectivement, bah, c'est juste une dégradation progressive des dents. Ça va être des caries, et donc les caries enfin, tu vois, c'est des foyers infectieux. Quand elles continuent de se creuser, ça détruit les dents, et puis on garde que des morceaux de racines dans la bouche. Ça peut être des gingivites, donc des inflammations de la gencive, des parodontites. Ça, j'ai pas un patient, moi, sans une paro quasiment. Donc c'est une altération, si tu veux, du support de la dent, ce qui fait qu'à la fin, on a des dents qui sont mobiles. En tout état de cause, si tu veux, tu soulignes la douleur. Moi, j'aimerais rappeler une chose, c'est que la douleur, elle est plus ou moins bien exprimée, en gros, quand il s'agit des dents. Pour autant, si on prend n'importe qui n'a pas de trouble cognitif, c'est quasiment impossible d'avoir des dents dans cet état-là sans ressentir une douleur. Et c'est ce que je répète toujours aux enfants, tu vois, ou aux médecins quand je les ai, aux infirmiers quand je les ai au téléphone, etc. Je leur dis, mais si ça peut vous aider dans la décision, c'est de vous dire que si c'était vous, je vous garantis que vous auriez mal. Et donc, ça devient une notion un peu bâtarde, quoi. J'entends de se dire, mais il se plaint pas, ou il dit jamais rien, etc. Et en fait, moi, je dois lutter avec ça en disant, mais attendez, regardez, je passe juste le doigt sur la gencive à ces endroits-là, puis tu as une réaction comme ça. Et puis, c'est pas moi qui ai, enfin, tu vois, j'ai pas une aiguille ou un truc comme ça dans le bout du doigt. Quand tu montres ça, si tu veux, aux gens, mais pour ça, il faut aussi se dire, tiens, je vais mettre le doigt dans la bouche de la personne. Ouais, c'est un peu particulier quand même. C'est un peu particulier, mais d'un autre côté, tu vois, ça met tout de suite au clair avec tout le monde, quoi. Oui, mais elle se plaint pas, bah regardez. Tu vois, et en fait, même visuellement, quand les gens voient, ils se disent, ouh là 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 là. Et donc, en fait, tu vois, le simple fait d'avoir, même des gens qui sont absolument non experts de ça, ils voient bien, en fait, l'état de la bouche et ils se disent, il y a un truc qui va pas quand même, quoi. Peu importe ce que c'est, peu importe s'ils savent pas bien l'exprimer. Donc, si tu veux, la prévention, elle se dessine aussi autour de ça, quoi. C'est de se dire, mais attends, je veux juste être déjà conscient que c'est un sujet et qu'il faut que je m'y intéresse, quoi. Et du coup, ça veut dire des résidents qui peuvent perdre leurs dents du fait qu'on n'ait pas soigné correctement leurs dents, c'est ça? Bah, en fait, un résident, on va dire que ça, c'est des stats, si tu veux, je pourrais t'envoyer les études qui mettent ça, mais en gros, un résident en EHPAD va perdre 60% de son capital dentaire dans les 18 mois qui suivent son entrée. Quand on parle de capital dentaire, et c'est une notion assez importante, on va parler du coefficient de mastication. Ça veut dire qu'on va peut-être garder des morceaux de racines dans la bouche, mais les morceaux de racines ont une incidence masticatoire qui est quasi nulle. En gros, il faudrait, voilà, il y a trois calculs thématiques là-dessus, mais on peut considérer que c'est quasi nul. Et donc, en fait, si tu veux, bah voilà quoi, ça fait plus d'une dent sur deux que tu perds dans les 18 mois qui rentrent dans ton EHPAD, quoi. Et ça, moi, je le vois tout le temps. Hein. À un moment, je les recevais pas. C'est-à-dire, à un moment donné, au début de ma carrière, en gros, quand je me suis intéressé à la gériatrie, je traitais ces gens-là comme tout le monde. C'est-à-dire, je disais, bon, bah, très bien, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, bonne journée, au revoir. Puis,
Aujourd'hui, j'ai décidé de systématiser un suivi parce que si je ne le fais pas, personne ne le fait. Et je retrouvais mes patients 3 ou 4 ans après dans les situations aussi catastrophiques que je les avais laissés. Je me dis, mais en fait, je peux pas, je sers à quoi? Je veux dire, elle est où mon utilité là-dedans, quoi? J'ai assaini, mais en fait, ça se redégrade et en fait, bon, ok. Et ça m'interroge sur ma conviction, c'est-à-dire, Aline et moi, notre idée, notre fil conducteur, c'est de dire que les gens qui peuvent mâcher, les résidents qui peuvent mâcher, il faut absolument qu'ils mâchent, quoi qu'il en coûte. Mais je crois que le mot quoi qu'il en coûte n'est pas très adapté, mais le plus longtemps possible en tout cas. Ton avis à la fois sur le principe, mais aussi sur la faisabilité de la chose. Alors, sur le principe, moi, je suis absolument d'accord. Hein. Je déplore, tu sais, la systématisation de l'eau gélifiée, voilà, du passage en mixé, voilà. Enfin, pour moi, c'est terrible, quoi, parce qu'effectivement, un des derniers plaisirs qui reste, si tu veux, c'est de se nourrir. Donc ça, voilà, d'un point de vue purement théorique, ça, c'est évidemment ce vers quoi il faut tendre. Après, d'un point de vue pratique, sans voir un dentiste pour s'assurer de réhabiliter ou de réussir à maintenir ce potentiel masticatoire, c'est quasiment mission impossible, si tu veux. Enfin, c'est mission impossible dans le sens où le problème de la prévention au quotidien n'est pas adressé. Si demain tu me dis, en fait, tout le monde se met à brosser les dents et puis bon, bah, du coup, ton utilité, elle devient quasi nulle, voilà, ce que j'ai du mal à envisager quand même du jour au lendemain. Mais quand bien même ce serait ça, là, je te dirais, ouais, là, c'est raisonnable, si tu veux, de faire le pari qu'on peut chanter le dentiste en se disant, bon, bah voilà, ce potentiel-là, il est là. Mais là, la réalité aujourd'hui, c'est quand même, tu perds une dent sur 2 dans les 18 mois qui suivent ton entrée en EHPAD. Ça veut dire que, et puis, c'est pas du jour au lendemain, c'est progressif. Donc, plus cette progressivité, si tu veux, elle se poursuit, plus tu as une situation qui est infectieuse de plus en plus, et puis à problème, et notamment sur la mastication. Après, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que tu as toujours des exceptions. Moi, je vois des gens qui mâchent convenablement, il leur reste 3 dents. 2 dents en haut, une dent en bas, et ils arrivent à s'en sortir avec ça. Donc, tu as des espèces de débrouillards de la vie qui existent. Puis à l'inverse, tu as des gens qui sont plus capables alors qu'ils ont quand même un potentiel de mastication, mais parce que du coup, ils ont des problèmes plus loin, notamment ceux que vous évoquiez en début de webinaire. Et probablement l'aliment qu'on leur donne aussi. C'est-à-dire, il y a mâcher et mâcher. C'est pas la même chose de mâcher des noix ou de mâcher un aliment très tendre. Pas d'exemple en tête, mais une betterave, ça doit être probablement plus facile que de briser des cerfs de noix, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais si tu veux, dans l'ordre des choses, pour moi, et je raisonne toujours comme l'alimentation dans son circuit, ça veut dire on se concentre sur la bouche parce que c'est quand même la première chose qui doit être adressée. Donc s'il y a quoi que ce soit à faire, c'est d'abord de se dire on fait un état de la situation au niveau bucco-dentaire. Ensuite, on descend et on regarde éventuellement, on analyse la déglutition, les troubles de la dysphagie ou tout ce qui se passe en gros à ce niveau-là. Et enfin, et vous en parliez tout à l'heure sur les compléments alimentaires et d'adapter, etc. Pour moi, c'est dans cet ordre-là et pas autrement, tu vois. C'est de construire en fait une descente du produit pour faire en sorte qu'il soit pertinent. Parce que si tu prends un problème au niveau intestinal, mais que tu n'as pas adressé ni la dysphagie, ni les troubles bucco-dentaires, quelque part, tu es un peu hors sol, quoi. Bon, on fait. Et du coup, il y a une question qui me vient. Est-ce que globalement, si demain, la situation que tu dresses, de dire finalement, il y a des résidents qui ont une dent sur 2 qui disparaissent au bout d'un certain nombre de mois, est-ce que ça veut dire que globalement, on ne peut pas mâcher quand on a moins de dents? Si, c'est ce que je te disais. Si moi, j'ai vu des gens avec 3 dents réussir à mâcher convenablement. Hein. Oui, c'est plus la douleur dont tu parlais, c'est d'avoir des gencives douloureuses, des gingivites douloureuses, qui fait qu'on va avoir là du mal de manger. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, moi, je sais pas, une fois, j'ai eu une blessure dans la main, si tu veux, je me suis rendu compte à quel point c'était handicapant de ne plus pouvoir la gérer comme il fallait. Je me mets un petit peu, alors j'ai pas eu de problème de bouche pour l'instant, je touche du bois, mais demain, je me mets dans la même situation à me dire, j'ai une coupure, tu as déjà été coupé peut-être au niveau de la lèvre ou n'importe quoi, puis tu manges une salade, tu souffres, il n'y a rien de plus supportable que ça, quoi. Tu as cette notion de plaisir qui est confondue avec une notion de douleur, je veux dire, à moins d'être un peu space, quoi, enfin sans jugement aucun, c'est quand même deux notions diamétralement opposées. Et donc, si tu veux, ça pour moi, c'est pas entendable. C'est-à-dire que moi, les personnes âgées, elles doivent pouvoir mâcher sans douleur, elles doivent pouvoir mâcher sans difficulté.
Mais encore une fois, cette difficulté, elle est propre à chacun, parce que tu vas avoir des gens qui, la douleur, ça leur passe au-dessus, ils l'expriment bien, ils ne l'expriment pas, etc. Puis tu en as d'autres qui vont se mettre à se taper la tête contre les murs, et à ce moment-là, on va peut-être leur prescrire tout un tas de traitements, alors qu'en fait, il faut juste soigner la bouche. J'ai eu des gens, moi, on m'a dit qu'ils s'étaient remis à sourire, ils s'étaient remis un peu à parler, ils arrêtaient de se taper la tête contre les murs. Donc, ça, c'est pour quand on nous fait un retour et qu'on est suffisamment présent dans la prise en charge de ces patients pour se dire, mais attends, il y a peut-être un lien entre le fait que le dentiste, il est remis à plat la bouche et puis le fait que ce comportement, il soit plus là. Ou tiens, on a un nouveau comportement, tu vois. Et même ça, tu vois, ça supposerait que moi, je sois aussi dans une logique, tu vois, de partage de ça. Et aujourd'hui, j'ai pas encore pris le temps d'aller à la rencontre des médecins, d'aller à la rencontre des cadres, des aides-soignants qui font en fait la vie de ces établissements pour tenter, tu vois, de réfléchir ou de comprendre un petit peu mieux les enjeux de chacun. Donc, voilà, ça reste partie de ces missions que je devrais adresser dans les années. Alors, tu as parlé de choses assez simples, le brossage des dents, mais qu'en est-il? Et ça, c'est le retour qu'on a régulièrement des établissements qui, tu le sais, les dentistes ne se déplacent pas dans les EHPAD, c'est compliqué de faire déplacer un résident chez un dentiste. Quand il s'agit de faire des soins plus importants qui nécessitent du coup la venue du chirurgien dentiste, bon, déjà, première question, est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bah non, on fait plus de soins parce que au vu de l'état de santé ou de l'âge du résident, on fait plus rien? Et deuxième question, c'est comment on fait au vu de la situation actuelle des EHPAD pour soigner des dents, justement? Parce que là, le brossage des dents, on peut entendre que c'est de la prévention, que c'est du soin, voilà, c'est du maintien. Mais voilà, quand il y a difficulté, comment on fait? Alors ouais, effectivement, là tu soulignes un problème pour le coup, un problème majeur de santé publique, j'entends, dans le sens où les gens qui font un peu ce que je fais sont rares. Et le problème, c'est que à ne pas faire ce que je fais de manière un peu pleine et engagée, bah, tu as tout un tas de dentistes qui vont pas forcément être très à l'aise ou très bons dans le fait de prendre en charge cette population. Et donc, ce qui s'entend parfaitement du point de vue du dentiste, c'est de dire, mais en fait, je suis juste pas armé pour ça. C'est-à-dire que j'ai pas les ressources, j'ai pas la capacité pour le faire. Moi, je l'ai, mais par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, je pense il y a un patient sur deux ou un patient sur trois, quelque chose comme ça, que je pourrais pas gérer si j'avais pas deux assistantes au fauteuil. Et ça, en fait, ça a un coût que la plupart des dentistes aujourd'hui peuvent juste pas assumer. Ils peuvent pas. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que si tu prends moi mon exercice et donc juste du coup je dirais le marché des EHPAD, la population cible des EHPAD, d'accord? Eh ben, tu te rends compte qu'en fait, ça veut dire que tu as un dentiste qui décide de faire ça, il va y avoir un patient sur deux ou un patient sur trois qui va devoir renvoyer pour rien. Donc, en plus de la frustration d'être en échec sur son soin, qui est extrêmement frustrant, hein, ça arrive à tout le monde, mais c'est très frustrant de se dire merde, j'ai pas réussi à le faire. Et ben en fait, c'est une perte sèche pour lui aussi financière. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu faire preuve de cet engagement, il a passé plus de temps parce que c'est quand même plus compliqué, et en fait, pour à la fin arriver à un échec. Et tu as cette double pénalité, en fait, parce que c'est un libéral et il a besoin de faire vivre son cabinet comme tout le monde, donc tu as cette double peine qui tombe sur eux. Donc naturellement, tu vas avoir des dentistes qui vont dire, bah non, je suis désolé, mais je ne peux plus les prendre. Et c'est terrible d'en arriver là. Et donc moi, une des batailles que j'ai aussi, c'est d'essayer de réexpliquer aux dentistes comment pouvoir réintégrer en fait cette pratique-là de manière cohérente dans son activité, faire en sorte d'avoir tous les protocoles, les bons protocoles que moi je mets en place et que je fais évoluer constamment, et de faire en sorte surtout de lui redonner un tout petit peu d'envie, parce qu'elle est là la limite en fait. Hein. Et les EHPAD galèrent à trouver des dentistes parce que il y a deux choses, mais il y a assez peu de dentistes par rapport à la demande, et aussi parce que cette population est particulièrement compliquée à gérer. Donc, ça peut paraître un peu lunaire pour des gens qui sont dans cet établissement, de se dire, mais moi, c'est mon quotidien, donc oui, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, et puis c'est tout. Moi, ça résonne parfaitement avec moi, il n'y a pas de sujet. Mais c'est pour dire que si on veut réussir à améliorer ce truc-là, il ne faut pas forcément pointer du doigt les défauts des uns et des autres, mais plutôt essayer de faire en sorte tu vois, de trouver des solutions qui ont un impact réel, des solutions simples avec un petit impact réel, et petit à petit, je pense qu'on arrive à construire des trucs sympas. Et puis par rapport à la mobilité, puisque tu m'as interrogé là-dessus, la mobilité, c'est un sujet extrêmement complexe. Moi, j'en ai fait les frais en début de carrière. Alors, première mission est toute cautionnée par l'ARS, mais quand même, j'ai une convocation de l'ordre de l'Isère à l'époque, puisque j'étais dans l'Isère, pour détournement de patientèle.
Donc, si tu veux, je suis convoqué parce que je détourne des patients qui accessoirement ne sont pas vus, d'accord? Mais je suis convoqué et je vais être tout à fait transparent parce que, je veux dire, moi, j'ai rien à cacher sur ces trucs-là. Mm. J'ai été plutôt agressé, d'accord? Et je le partage avec même beaucoup d'émotion, ce truc-là. Mais j'ai eu affaire finalement à des consoeurs et des confrères qui étaient relativement agressifs dans leurs propos. Donc, il faut prendre en considération que ça, c'est l'environnement dans lequel le chirurgien dentiste, qui plus est le très jeune chirurgien dentiste, parce que je venais de naître dans la profession. Et ça, c'est l'environnement dans lequel il est reçu. Ensuite, je vais à l'hôpital et je continue de découvrir ou développer la gériatrie comme je pense être la manière dont il faut le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a personne autour de moi pour réellement m'expliquer ou m'apprendre ou quoi que ce soit, donc je fais quelques erreurs. Mais ces erreurs, l'hôpital me protège. D'accord? Mm. Mm. Je décide de penser en libéral et là, je dis, mais évidemment, comme toi, le constat, c'est je me dis, putain, il y a des établissements, il y a 80 à 120 résidents. Si moi, je me déplace, ne serait-ce que dans un établissement par mois, je fais ça 10 mois dans l'année, mission accomplie, je me dis, c'est cool, j'ai donné un peu de tout ce truc-là, je gagne moins d'argent dans mon activité libérale, c'est pas un truc qui serait faisable à temps plein complet, mais que je puisse introduire comme ça un établissement, faire en sorte d'avoir de belles conventions, etc., avec grand plaisir. Boum, je me fais retoquer, j'ai des signalements parce que les patients ou les familles découvrent qu'en fait mes honoraires, j'allais les facturer, ce qui est tout à fait normal. J'avais réussi à mettre une convention où justement je faisais en sorte que les établissements ne payent que pour la mise à disposition organisationnelle, le matériel, la traçabilité sur les sachets de stérilisation, la traçabilité sur les actes de soins, enfin tout un tas de choses. Et finalement, boum, pareil, l'ordre qui me tombe dessus suite à ces signalements de patients. Et en fait, et tout le monde me pose la question, hein, je te prie de me croire, tout le monde me demande qu'est-ce que je fous encore là-dedans. Donc c'est ça le contexte, en gros, aujourd'hui, d'un dentiste qui cherche à faire un peu ces choses-là pour les personnes âgées. C'est pas autre chose, hein, ça c'est ma réalité et c'est celle que je vis actuellement. Ça veut dire que tu demandes en gros comment font les EHPAD. Je ne sais pas quoi te dire. C'est déjà aussi comment font les dentistes. Et si j'avais pas cette résilience ou cette envie à me dire, mais je suis utile et je sais pourquoi je fais ce que je fais, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Hein. Longtemps. Je veux dire, parce que là, concrètement, ce que tu dis, Charles, c'est. Alors, j'entends hein, le côté. Si je peux pas vivre à temps plein d'être dentiste pour des établissements EHPAD, mais par exemple, si on dit que demain, tous les chirurgiens dentistes passent un jour par mois sur un EHPAD pour faire le tour des soins dentaires, est-ce qu'on arriverait à. Alors, je te pose la question sans l'avoir trop préparée, mais est-ce que tu penses qu'on serait capable de répondre déjà aux besoins des EHPAD? Ouais, alors il y a deux choses. D'abord, c'est pas que c'est pas rentable, c'est que c'est Oui, pas non, mais. gérable. C'est-à-dire que la qualité de l'exercice qu'on va pouvoir avoir en mobilité, c'est quand même pas la qualité d'un exercice qu'on peut avoir chez nous avec tout notre Bien matériel. sûr. Ça veut dire que enfin, tu vois, c'est comme si je disais aux gens qui s'occupent de personnes âgées, enfin dans leur quotidien, les gériatres, les infirmiers, etc., de leur dire, mais en fait, vous prenez votre mallette, puis vous allez les voir à domicile. Tu vois, l'exercice à domicile est quand même pas aussi confortable que l'exercice, tu vois, dans son cabinet. Donc c'est en ça qu'il n'est pas forcément tenable, je dirais, pour quelqu'un qui fait ça à temps plein. Encore une super dentiste là, qui s'appelle Laura Bru, qui fait ça vers Toulouse, et elle ne fait que ça. Et voilà, mais il y en a une. Voilà. Donc ça donne un peu les perspectives. On n'est pas loin de Voilà. Toulouse là aujourd'hui, hein, donc on saura le dire. Voilà. Bah, tu pourras regarder quand même. Et puis voilà, pour ceux qui seraient de Toulouse éventuellement, c'est super, il faut la contacter parce qu'elle est vraiment top, elle a le cœur sur la main. Et puis surtout, elle est hyper engagée. Et puis c'est une nana super. Mais à part ça, si tu veux, c'est pas possible. Pour autant, la question que tu poses qui est très bonne, tu vois, c'est de se dire, si tous les dentistes, on leur imposait un truc comme ça, est-ce qu'on adresserait le problème? Ah bah, je te garantis que oui, on adresserait convenablement le problème. Après, la question, c'est, une fois que tu as constaté le problème qu'il y avait dans l'EHPAD, si tu veux, tu peux agir sur ce problème-là, mais on en revient au problème précédent dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut garantir un suivi. Si tu veux, moi, en dentisterie, il y a une spécialité qui n'en est pas une, mais en tout cas qui est reconnue, c'est la pédiatrie. C'est-à-dire que moi, j'ai été formé pendant mes études à l'odontologie pédiatrique. Ça veut dire qu'on avait un service dédié où il y avait plein d'enfants qui passaient du matin au soir. À l'inverse, ce que j'ai toujours du mal à concevoir, c'est qu'on n'ait pas la même chose pour la gériatrie. Voilà. Donc, déjà en bas, si tu veux, tu n'as pas de formation. Ils ont fait une tentative en essayant d'aller qualifier des médecins bucco-dentaires, donc avec un internat supplémentaire. Force est de constater, si tu veux, que ça c'est un échec.
Après, je ne juge pas, hein, les tentatives, elles sont bien. Il y a des gens super qui tentent des trucs, mais pour l'instant, moi, je ne vois pas de solution qui permettent d'adresser sérieusement le problème. Alors, tu parles de ça, mais du coup, dans les EHPAD, on voit de plus en plus des salons de coiffure. Pourquoi on n'imaginerait pas avoir le dentiste, une salle de dentiste dans les EHPAD? Alors, je crois qu'il y en a des EHPAD qui ont ça d'ailleurs. Bien sûr. Ça pourrait être imaginable finalement de se dire, bah, si on a un salon de coiffure, pourquoi on n'aurait pas une salle de dentisterie pour faciliter le travail du dentiste quand il vient? Alors, non seulement c'est imaginable, mais en plus, c'est une réalité. C'est-à-dire que tu sais, tu as quand même des budgets qui sont octroyés par les ARS parfois pour équiper une Mmh, pièce en cabinet dentaire. Donc, bon, ça coûte mmh. 50, 60 000 balles. Et puis après, tu ne trouves pas le dentiste. C'est pour ça que moi, j'avais mis en Oui. place un système où Peux-tu tu me faire une louais. synthèse de la littérature et de ce qui existe concernant Pardon. Est-ce la que vous pouvez... réalimentation Je vais post-opératoire? essayer. Voilà, c'est bon. J'ai coupé le son. Du coup, en gros, donc, si tu veux, le problème, c'est qu'effectivement, après, tu ne trouves pas le dentiste. Et on en revient aux problèmes de base, hein, les fondamentaux. C'est que le dentiste, il n'est pas formé. Donc, en fait, c'est un niveau de Oui, difficulté, c'est ce que tu disais à moins au d'être programme. vraiment particulièrement motivé à l'idée d'aller là-dedans. Mais sinon, ils ne le Mm. font pas. Moi, à Lyon, on a quand même le plus gros réseau de soins de France pour la prise en charge des personnes en situation de handicap. Il y a quelques années, ils ont abandonné le travail sur les EHPAD. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, la plupart de leurs dentistes sont des dentistes retraités. Donc, Ouais. assimilables bénévoles, quoi. C'est-à-dire, c'est pas sérieux de se dire. Enfin, quand je dis c'est pas sérieux, c'est en fait, pour moi, tu as un modèle qui est pérenne ou un modèle qui est viable quand tu arrives à motiver des jeunes à se lancer là-dedans. Si en Mm. fait, tu récupères des dentistes, alors c'est très bien, ça soigne, ça fait le boulot, etc. Mais quand même, c'est pas, c'est pas sain comme approche, j'entends. C'est-à-dire, en Mm. fait, il faut convaincre des gens dès les études, voire au lancement de leur carrière, en leur disant, mais écoutez, il y a cette discipline qui est une discipline Mm. fabuleuse. Voilà, et puis organiser comme moi je l'ai à peu près organisé, je trouve que c'est vraiment un truc qui devient sympa, mais j'aurais mis quand même 6 ans à réussir à essuyer des plâtres et puis à mettre en place ce que j'ai réussi à mettre en place. Mais en format accéléré, je pense qu'en quelques mois ou quoi, on peut former des dentistes. Et puis, accessoirement, moi, tous ceux qui sont passés derrière moi maintiennent une activité dans ce domaine-là. Mm. Donc ça, c'est génial, quoi. Enfin, pour moi, c'est mission accomplie, quoi. Si à chaque dentiste que je rencontre qui se met à faire ça, je me dis fabuleux, quoi. Donc, Quel serait l'argument? Parce que là, on a des gens qui sont connectés, mais on diffusera massivement la vidéo. On espère qu'elle sera regardée massivement. Et si tu avais un argument ou des arguments à donner à un chirurgien dentiste de motiver à venir travailler, parce que là, pour l'instant, tu n'as pas forcément donné des arguments si, très ouais. motivants, mais qu'est-ce qui ferait que, voilà, qu'est-ce que tu dirais, toi, à un de tes confrères de dire, allez, vas-y, va un jour par mois dans un EHPAD? Alors, ça, c'est presque un niveau de plus. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la première chose que j'essaierai de lui dire, c'est déjà de commencer par prendre en charge convenablement ces patients-là dans son cabinet. Et Ouais. si jamais il décide de s'investir un cran de plus, de réussir à trouver une solution pour adresser ce besoin à domicile, quoi, du coup, en EHPAD. Mm. Mais les arguments, s'il y a des confrères ou des consoeurs qui écoutent, pour moi, c'est une dentisterie simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas faire de froufrou, quoi. C'est un peu comme une dentisterie de campagne, tu vois. Les patients sont un peu différents quand même, peut-être un peu moins exigeants, plus reconnaissants, etc. Et donc moi, je suis assez flatté d'être en lien avec cette personne, cette population gériatrique, parce que je l'aime beaucoup, comme j'aimais beaucoup les jeunes. Donc j'ai peut-être un profil qui est quand même plus adapté en fait aux patients qui ont moins de filtres, quoi. Donc à la fois les enfants et les personnes âgées. Donc ça, c'est cool. Une dentisterie simple, alors complexe dans le geste, dans le sens où effectivement, tu gères avec des gens qui ont des Parkinson. Quand tu mets une turbine qui tourne à 400 000 tours minute et que tu as quelqu'un qui tourne d'un coup, tu es dans la joue. Donc si tu veux, il y a des trucs qui sont relativement complexes par rapport à la prise en charge, mais ça reste une dentisterie très simple par rapport à tout ce qu'on peut adresser chez la population des 20-70 ans, quoi. Et donc, et particulièrement utile. Franchement, moi, je me sens profondément utile. À la fin de la journée, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai bien fait, quoi. Je veux dire, alors, il y a quand même des enfants qui arrivent à trouver le moyen de nous insulter un petit peu de temps en temps parce qu'on a fait des gestes qui étaient délirants selon eux.
Et donc, il faut gérer ces difficultés-là, mais c'est toutes les difficultés qu'on connaît. Les vrais problèmes, j'entends, même si on a des difficultés à soigner ces personnes-là, les vrais problèmes, ça reste l'entourage, qui parfois est assez peu impliqué, mais qui quand même se réserve l'autorité de dire ce qu'elle pense sans hésiter et sans la moindre difficulté. Et donc ça, il faut faire preuve, je pense, d'humanité. Et c'est pour ça que je dis toujours que c'est un travail d'équipe, parce que souvent, c'est la secrétaire qui s'en prend un petit peu plein la tête et qui est très douce, très calme et qui tente d'expliquer les choses. Mais malheureusement, c'est comme le sujet de la prévention, c'est-à-dire que si c'était des gens qui avaient pris le temps de nous appeler, ne serait-ce que 5 minutes avant, pour comprendre un tout petit peu comment on faisait et la manière qu'on a de procéder, je pense qu'on sait tout un tas de difficultés. Mais malgré tout ça, c'est des vrais sujets. Tu vois, quand tu as quelqu'un, si tu veux, moi, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un souci de ce type-là. J'ai un petit-fils qui est très présent avec sa grand-mère, qui vient et qui nous dit bah oui, il faut faire vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc on a pris le temps de tout lui expliquer. Puis après, j'ai la fille ou la sœur qui m'appelle en me hurlant dessus, en disant que c'était absolument aberrant ce qu'on a fait. On les a jamais vus, ils nous ont jamais rencontrés, mais ils arrivent à. Voilà. Et ça c'est aussi une difficulté qui s'ajoute à la gestion d'un libéral. J'ai découvert le compte-rendu aussi. Je faisais jamais de compte-rendu. Pour qui, pourquoi? Tu sais, genre, bah non, le patient il est là, je lui ai fait ce que j'avais à faire, je lui ai dit, puis bonne journée, au revoir. Bah non. Oui, d'où la nécessité de sensibiliser les familles aussi sur le fait que une bouche c'est important et comme tu disais tout à l'heure, pas que pour manger, pour sourire, pour exister, pour parler, s'exprimer. Enfin voilà, ça fait partie des choses. Moi, j'ai des patients avec des troubles cognitifs plus. Il arrive qu'on leur mette un appareil, on leur met le miroir systématiquement. Qu'on considère ou pas, moi c'est pareil, quand je rentre en salle de soins, je répète tout. Qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, je n'ai pas à interpréter qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas, donc je répète tout. Et pour le miroir, et il ne se passe pas une semaine, je pense, sans qu'on ait quelqu'un qui chiale. Et c'est des gens avec des gros troubles cognitifs. Donc on pose un appareil comme ça, ils se regardent, et puis ils ont les larmes à l'œil. Et tu dis, ah, il y a peut-être une petite toi qui était là, quoi. Et puis je suis content de ne pas avoir dit, on ne va pas faire l'appareil parce qu'il ne va pas le porter. En fait, moi je joue plus. Moi, je dis, maintenant, je suis un outil dont les familles, les médecins, tout le monde peut se servir. Mais j'ai décidé de plus être, tu sais, l'autorité qui dit, ah ben non, on va le laisser tranquille, ou alors non, il ne faut pas faire ça, ou machin. C'est bon. Moi, je dis la situation, ce qu'on peut faire, et puis on essaie de faire au mieux. Mais voilà. En termes pratiques pour préparer ton intervention, celle de dentiste, quel conseil on peut donner en prévention aux gens qui nous écoutent? C'est quoi la prévention qu'ils mettent en œuvre? On a parlé de brosse à dents. Est-ce qu'il y a d'autres éléments particuliers, des outils spécifiques? Est-ce qu'une évaluation c'est utile? Tu vois, comment on peut structurer l'aspect prévention ou préparation de l'intervention du dentiste? Alors, ça, c'est une super question. Figure-toi que je ne savais pas trop comment répondre, mais en fait, Aline, je t'ai envoyé un lien. Là, j'ai un confrère de l'ARS Île-de-France qui est un passionné, puis qui travaille avec une association qui s'appelle Rhapsodif, qui est à l'état de l'art, franchement, parce que tout ce qu'ils font, c'est vraiment eux qui donnent la conduite à suivre et puis qui tractent un tout petit peu toute la communauté qui s'intéresse à ça. Ils ont sorti une espèce de boîte à outils où les établissements peuvent aller chercher tout ce qu'ils ont à trouver. Alors, ce que je reprocherais toujours à ces boîtes à outils, c'est la même chose que ce que je reproche aux formations, c'est-à-dire que c'est pas assez, ça va pas à l'essentiel. C'est-à-dire que si à la fin, tu as lu tous les trucs, tu as probablement retenu que 5% et c'est pas les 5% les plus utiles, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Mais fondamentalement, ils ont fait un super boulot. Ils ont vraiment essuyé, je veux dire, pour le savoir, il y a des heures et des heures et des heures de boulot derrière tout ça. Et ça, pour le coup, c'est une boîte à outils qui est disponible, qui est assez accessible. Elle est gratuite aussi, évidemment. Et c'est un premier pas. Mais encore une fois, je veux dire, peu importe les gens qui sont connectés, moi, je prends le comportement que j'aurais vis-à-vis de tout ça. Je me dirais, bon, bah, c'est cool, je vais aller les imprimer, puis je vais probablement jamais les lire. Et en fait, je veux dire, le ratio, en fait, pertinence-efficacité, il n'est pas là. Enfin, c'est mon interprétation. Donc, il y a un travail fabuleux, mais il y a un résultat qui, pour moi, n'est pas encore satisfaisant, malheureusement. On vous met pour ceux qui nous écoutent, on vous met le lien dont parle Charles dans le chat pour que vous puissiez regarder. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la grille, je ne sais jamais comment on l'a dit, c'est Watt, de cette grille d'évaluation? Est-ce que tu la préconises? Est-ce que tu penses qu'elle est utile, pas utile? En fait, je ne sais pas quoi te dire. Je connais la dentiste qui l'avait fait. Utile, pas utile. Alors, encore une fois, qui s'en sert?
En fait, l'idée, c'était de se dire, tu as un outil d'évaluation, c'est-à-dire tu mets une photographie à l'instant T de l'état bucco-dentaire de ton résident et après charge effectivement à l'équipe pluridisciplinaire de valider un plan d'action. Alors après, quand tu n'as pas les solutions, c'est compliqué, mais Mais, non, mais encore une fois, on en revient toujours au même problème. Hein. Tu sais, moi, j'ai rencontré un paquet de correspondants en santé orale, de référents en santé orale qui avaient été formés par tout un tas d'organismes. En fait, force est de constater qu'ils ne servent pas à grand-chose. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux parce qu'il y a une vraie démarche, il y a une vraie envie, etc. Et malheureusement, à la fin, la production, en fait, elle est quand même relativement nulle. Et ça, c'est, si tu veux, je suis dur hein, dans mon propos, mais parce qu'en fait, j'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai les mains dedans ici, hein, comme les gens qui sont dans les établissements, qui ont les mains dedans aussi. Donc, à la fin, quand même, ça compte, quoi. Donc, toute la théorie, le fait d'envoyer tout un tas de trucs, etc., comme ça, c'est bien. Et fondamentalement, quelqu'un qui s'en servirait, voilà, ça le rend conscient. Et puis, intellectuellement, probablement que ça l'enrichit aussi. Enfin, tu vois, culturellement parlant, ça l'enrichit. Et puis, voilà. Mais à la fin, dans la production de valeur. Vaut mieux passer son temps à brosser les dents des gens que de remplir la. Voilà. Là, putain, on en revient au même truc. Tu vois. Moi, ce sera atelier brossage. Ok. Ouais. Non, mais encore une fois, je prétends pas avoir la science ou quoi. C'est juste de dire, c'est mon point de vue. Quoi. C'est que moi, je préférerais 100 fois avoir des tout petits efforts qui sont bien compris et bien mis en place plutôt que. Et c'est fabuleux. Mais vous regarderez le site, il y a tout un tas de trucs qui sont géniaux. Et à la fin, je suis curieux, hein, même par curiosité. Si les gens veulent bien m'envoyer un truc en disant oui, j'ai tout lu, puis j'ai réussi à mettre en pratique, je me tairai. Et puis dans les prochains webinaires, tu ne m'entendras plus jamais dire des choses. Le jour d'aujourd'hui, mon sentiment, c'est plutôt ça. Quoi. Tu vois, et alors, en termes d'outils pratico-pratiques, la question me vient là. Est-ce qu'on peut trouver une vidéo qui explique comment brosser les dents d'une personne âgée ou oui, il y a des choses qui existent? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, il y a des photos aussi, comment retirer un Tu as un appareil. site à nous recommander, Charles, là-dessus? Là, vous trouvez des trucs comme ça. Je n'ai pas entendu, Charles. Sur le site que tu as envoyé, là, Ah, d'accord. Xavier, Il y a des vidéos là-dessus. il y a plein de choses. Plein de D'accord. choses. Des fiches pédagogiques, des vidéos Faudra peut-être, pédagogiques. voilà. Tout. S'il y a des choses à aller voir, c'est peut-être à ce niveau-là déjà, en priorité déjà, de dire allez ça. voir les vidéos et. Ok. Et après, Moi, tu as le site du FFBD, je t'enverrai aussi le lien. Mais Ouais. là aussi, tu as plein de vidéos et plein de supports. Ok. Je t'enverrai le lien précisément pour la. Ok. On n'a pas moyen aujourd'hui de connaître, Charles, la liste des chirurgiens dentistes qui interviennent dans les EHPAD. Alors, c'est une super. Alors, déjà, attention, qui interviennent dans les EHPAD, ça, c'est un autre niveau. Premier oui, mais niveau. qui reçoivent. Voilà. Franchement, bah oui, parce que j'en reviens un petit peu à mon sujet quand même. Je vais pouvoir faire autre chose et je me fais quand même aujourd'hui un peu chamboulé quand même. Et par contre, cette liste-là, c'est super intéressant. En fait, il y a 15 ans, je dirais, ou 20 ans, ils ont commencé à créer la discipline pédiatrique dans mon domaine d'activité. Et en fait, le mec qui était à la base de tout ça, qui est un gars qui est adorable aussi, qui est un peu space, mais adorable comme tout. Enfin, je dis ça hyper gentiment parce qu'il est un peu comme moi. Il a créé la première cartographie, en gros, des dentistes qui faisaient que de la pédiatrie de manière exclusive. Et ça m'a tenté. Je me suis dit, mais en fait, que je vais en créer une aussi de cartographie comme ça, parce que le réflexe, quand je découvre toutes les associations qui sont localisées sur des territoires, c'est est-ce qu'elles communiquent entre elles et qu'elles ont un propos uniformisé et puis une mise en commun des ressources. Puis en fait, c'est pas le cas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, tu vois, ça c'est des premiers niveaux de problème, en fait. Excuse-moi. Après, je pense au CPTS, au CRT, tu sais, c'est les acronymes maintenant des représentations des professionnels sur les territoires. On entend beaucoup le pharmacien, le médecin, les kinés, les infirmiers, mais c'est vrai que les dentistes, on ne les entend pas beaucoup. Peut-être que c'est le rôle des CPTS aussi, des CRT demain, d'identifier ces professionnels-là sur le territoire. Bah, carrément. Carrément. Franchement. On fait passer les messages. Non, mais après, tu sais, moi, j'ai voulu rejoindre une CPTS et puis en fait, j'ai disparu de la boucle, je pense, au bout d'un moment. Et puis, c'est pareil, quoi. J'ai un peu l'impression que tout ça, c'est long. Voilà, c'est plein de bonnes intentions, mais à la fin, ça juste, pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'est le seul exemple que j'avais. Ça n'a pas fonctionné. Puis. Tu parlais juste en intro et après on laissera 10 minutes là aux questions-réponses dans le chat. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à le faire. Tu as parlé au tout début du CPOM. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Parce que je ne suis pas sûre que ça soit forcément évident pour tout le monde. Tu disais qu'il y avait une ligne dans le CPOM qui faisait
état de ça, hein, l'état de la santé bucco-dentaire des résidents. Si tu peux, voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qui est écrit dans le CEPOM et du coup, est-ce qu'il peut y avoir des contrats, du coup, des aides financières? Enfin, je sais pas, voilà, qu'est-ce que ça veut dire globalement, cette ligne-là dans les CEPOM? Bah, les CPOM, tu sais, c'est les contrats pluriannuels Oui. d'objectifs moyens. Donc, ça veut dire qu'en Mm, gros, on donne un peu d'argent à l'établissement et on mm, considère que bah voilà, tu as ton enveloppe de soins et tu dois gérer mm, les impératifs, en gros, des résidents. Et c'est le premier objectif des établissements donc, qui hébergent des personnes âgées dépendantes, c'est d'améliorer la santé orale. Donc, ça mm. veut dire que enfin, je veux dire, enfin, il me semble que, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que si en gros, tu n'as pas su répondre à cette mission, tu es censé quand même renvoyer une partie de l'enveloppe. Alors, je ne crois pas que ça se passe comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça dans le contrat. Non, c'est le premier objectif. Donc, Mm, difficile, lui, pour le coup, difficile de ne pas le lire, quoi. Et je pense mm. que je trouverais personne pour opposer le fait Après, tout que dépend ce qu'on entend par ça, en fait, ça Charles, veut parce rien que dire. peut-être que finalement, le fait d'avoir fait l'évaluation Watt, Ou d'acheter euh, des profondeurs. Hmm. ou acheter juste une brosse à dents, mais pas de brosser les dents des gens, effectivement, c'est peut-être, voilà, C'est exactement ça. c'est un Enfin, objectif après, de voilà, je moyens pense. et pas de résultat, en fait. Après, je sais pas, je veux pas parler de choses que je maîtrise pas particulièrement ou pas spécifiquement. Pour le coup, peut-être que c'est une enveloppe de soins. Donc, en fait, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça comprend pas Mm. typiquement. Je sais pas. En tout Honnêtement, cas, ça, ça c'est un sujet sur mériterait lequel. que les personnes qui sont là, qui travaillent peut-être en EHPAD, d'interroger effectivement leur établissement pour savoir si dans l'enveloppe du CEPOM, ils ont une enveloppe pour la partie bucco-dentaire. Mais en plus de ça, si tu veux, tu as constamment et régulièrement des appels à projets un peu de partout sur le fait d'améliorer la santé orale, quoi, qui Mm, proposent des actions de dépistage et des actions de soins en fait en établissement. Mais encore une mm, fois, sur un modèle qui pour moi, n'est pas le bon, au mm, sens où au sens où il s'adresse à des dentistes. mm, Donc, si tu veux, si tu prends pas le prisme en te disant il faut que je rende cette activité-là à peu près attractive pour un chirurgien dentiste, parce qu'à la fin, il a deux choix, hein, c'est de se dire est-ce que je passe la demi-journée ou la journée dans mon cabinet où j'ai tout mm, mon confort, je connais mes patients, etc. Ou alors est-ce que je vais dans un établissement pour être frustré toute la journée? Parce qu'en mm, fait, soit tu y vas et tu fais que de la consultation, et en fait, une fois que tu as fait ta consultation, il se passe quoi? Très bien, mm, j'ai vu qu'il y avait tout un tas de problèmes, et puis mm, bon, eh ben, bonne chance pour la suite, quoi. Puis voilà, mm, donc frustration pour tout le monde, d'accord? Donc ça, mm, c'est pas entendable. Euh, le mec, si tu lui proposes le forfait comme c'est proposé, c'est en plus financièrement beaucoup moins intéressant que d'être chez lui. mm, Et à la fin, les mm, charges, elles tombent quand même, hein. C'est des charges mm, fixes, tu vois. Et son mm, assistante aussi, il doit tout payer. Donc il y a quand même mm, ce choix-là qui lui vient à l'esprit, ce qui me semble être aberrant, alors qu'on devrait tout faire pour faire en sorte de rendre cette discipline et ces actes et cet aller vers attractif. Et je m'excuse, mm, mais les formats appel à projet avec des forfaits, le forfait aller vers pour quelqu'un qui se déplacerait en EHPAD, tout ça, c'est des trucs qui vont stimuler quoi? Les mecs comme moi qui avaient déjà l'intention de le faire. Donc oui, mm, c'est cool, mm, 3300 balles pour aller dans un EHPAD. Et puis, bon, bah, je le faisais avant et il n'y avait pas 300 balles, tu vois ce que je veux mm, dire? C'est mm, mm, mm. fondamentalement, on ne va pas créer l'attraction en fait de ce truc-là, alors qu'on devrait, ça devrait être le premier sujet. Comment est-ce qu'on rend Mm. ces lieux attractifs à des dentistes? Ouais. Ah, Mais je veux dire, ça rejoint ce qu'on avait mis en évidence dans le livre blanc, qui est finalement l'orthophoniste, le dentiste et la diététicienne, qui sont quand même les trois professionnels en lien avec l'alimentation. On est les moins représentés dans les EHPAD parce que, comme tu l'as dit, voilà, des salaires, il ne faut pas le mentir, hein, des attraits financiers qui ne sont pas effectivement attirants. Et si tu ne le fais pas parce que tu œuvres pour la cause, ouais, beaucoup d'autres professionnels vont opter pour d'autres publics qui sont effectivement plus intéressants, entre guillemets, hein. Bien sûr, je c'est rejoins ce que tu disais. c'est dérangeant, mais on parle sans tabou, quoi. Tu vois, on se dit les choses. Mm, Et après, mm, c'est que financier, c'est ce que je te disais au mm, début. Tu sais, quand tu disais, oui, t'es pas rentable si tu te déplaces, je t'ai repris en disant ça, c'est pas tout à fait juste. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut arriver sur un niveau d'exercice qui soit suffisamment confortable, en fait, pour que ce soit, à défaut d'être agréable, si tu veux, passable. mm, Juste ça, quoi. mm. Juste ça. Donc, et ça, c'est pas, voilà, c'est un métier, quoi. Faut se motiver à le faire.
Carrément. On se prend juste 2-3 minutes. J'ai pas vu pour l'instant de questions dans la conversation, donc c'est pour ça que je me suis permise de continuer à te poser des questions. Est-ce que je sais pas si toi, Xavier, tu avais des questions complémentaires en attendant que d'autres posent leurs questions? Et moi, j'ai toujours la même. Mais tu y as répondu en partie. Finalement, c'est sur la question de la mastication, en disant, ben, tant qu'ils peuvent, il faut qu'ils mâchent. Et puis, quelle que soit la situation, quelle que soit la manière de faire. Et par contre, si on a accès à du soin, le premier soin, c'est brosser les dents. Et le deuxième soin, c'est trouver un dentiste. Mais là, ça a l'air un peu plus compliqué. Mais ça va dans le sens de ce qu'on pense. Donc, c'est chouette. C'est-à-dire de dire de ne pas renoncer à la mastication parce que l'état bucco-dentaire, on doit y renoncer. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation qui consiste à dire on renonce à la mastication que quand le patient lui-même renonce? Attention, hein, je mets à part les histoires de déglutition, hein, je parle dans la bouche, hein, après déglutition, ça c'est mon boulot et c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais pour la part mastication, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si je l'ai formulé clairement. Ouais. Ah si, enfin en tout cas moi ça fait bien écho ce que tu dis et c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter quoi. Et même le patient, si tu veux, fondamentalement, je dirais pas qu'il abandonne la mastication. Si tu veux, c'est pas. En fait, il y a toujours, c'est toujours une notion de compromis et c'est assez complexe à suivre parce que c'est au cas par cas de toute manière pour chacun des patients. Mais aussi, quand on parle de prévention pour moi, ça peut vouloir dire parfois enlever des dents que je sais à potentiel problème dans le temps pour les remplacer de manière préventive. Alors c'est délirant comme concept, ça fait partie de ces délires que j'ai dû apprendre en découvrant la gériatrie, c'est de me dire je vais enlever des dents saines et je vais mettre des implants à la place. Parce que, à part moi, il n'y a pas grand monde pour constater que la seule chose qui reste dans la bouche des personnes âgées à la fin, c'est les chevilles qu'on a mis les implants, quoi. Et ça, je me suis dit, mais il y a un moment donné, quand j'ai constaté ce truc-là, je me suis retrouvé à me dire, je vais peut-être enlever des dents saines parce qu'il y a le potentiel que, et mettre des implants à la place. Parce que le moment où je dois les enlever, c'est pas que c'est plus le moment de mettre des implants, mais c'est encore plus compliqué d'eux. Et là, pour le coup, tu peux avoir des abandons de la mastication à ce moment-là, mais parce que tu jettes l'éponge, quoi. Tu vois, quand tu es patient ou n'importe quoi, tu jettes l'éponge de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, c'est ça. Et nous, Alors, moi, mon rôle, ça, ouais. Ça me fait penser à une situation qu'on a eue avec Xavier sur un EHPAD où on avait un résident qui, lui, ne pouvait plus mâcher parce qu'il avait 2 dents de devant qui étaient tellement déchaussées de sa gencive qu'en fait, il ne pouvait plus fermer la bouche correctement. Et moi, la question que j'ai posée à Xavier, j'ai dit, mais on ne pourrait pas lui enlever ces 2 dents qui lui restent, qui en fait ne lui servent à rien, puisqu'il il parlait bizarre, enfin difficilement, et il ne pouvait pas mâcher, en fait, même un lardon, il n'arrivait pas à le mâcher, parce qu'en fait, il n'avait pas de. Enfin, ses gencives ne se collaient plus, en fait. Mais bon, voilà, après, c'est des choix éthiques, j'imagine, pas compliqué de demander aux familles de dire est-ce qu'on peut arracher les 2 dents qui lui restent. Non, c'est pas compliqué. C'est des choix en plus que je propose moi systématiquement. Ça veut dire qu'en fait, rien ne s'explique pas. Ce que tu viens de dire, c'est une justification médicale suffisante pour se dire on enlève les dents. Voilà. Si tu veux, il y a même un préjudice esthétique. Alors j'ai vu de tout, hein, mais c'est pour ça que j'ai plus d'a priori. Moi j'ai vu des dents avec 2 dents de devant qui bougeaient comme c'était pas permis en piano. Et en fait, cliniquement, c'est évident qu'il faut enlever. Et à la fin, ses dents et son sourire, ça fait rire tout le monde. Et elle était toute fière de faire rire tout le monde avec ses dents. Je lui ai dit, mais écoutez, on garde les dents, évidemment, quoi, tu vois, Oui, parce c'est qu'en au fait, choix de la personne. bien sûr. Donc à la fin, ceux qui disent j'ai 2 dents comme ça, puis j'ai envie de les enlever, moi je suis un peu un exécutant slash conseil. Ça veut dire qu'en gros, je vais parler de l'incidence des choix et des non-choix, etc. Et puis à la fin, je suis quand même je suis plus l'autorité, tu vois, comme ça aurait pu être il y a 40 ans ou quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt là pour accompagner les gens et puis faire en sorte que leur choix soit à peu près, tu vois, genre avec une certaine stratégie, quoi, dans tout ça. Alors, on a une question de Nadia dans le chat, mais qui, je pense, s'adressera plutôt à Xavier. Mais Charles, tu pourras potentiellement compléter. Quel type d'aliments solides, donc on entend bien le mot solide, recommanderiez-vous pour des patients? Y a-t-il des aliments à éviter? Et en fait, oui, mais non, mais oui. Peut-être que je vais partager. Ouais, vas-y. Ah, oui, c'est bon, j'ai arrêté le partage. Alors, Donc, c'est la définition du mot solide qu'il faut voilà, en fait, oui, mais non, mais oui, c'est pour ça. définir. Voilà. Je pense qu'on l'a à l'écran. Ouais, ça va arriver. Voilà, ça arrive.
Donc, en fait, elle s'appelle la texture en question, c'est la texture IDSI, IDDSI, International Dysphagia Diet Standardization Initiative. Donc, bon, texture numéro 6. Donc, ce sont des petits morceaux de 1,5 cm maximum pour pas s'étouffer si on a avalé de travers. Faut qu'ils soient glissants, il faut qu'ils soient cohésifs. Alors, ça, c'est pas très classe, mais imaginez du riz, ça va pas marcher, du risotto, ça va marcher. Vous voyez, l'idée de la sauce, ça peut aider. On ne mélange pas les liquides et solides, c'est pas le sujet. Et surtout, on en arrive au dernier point, c'est la question de la tendreté. Et elle a été définie comme ça, c'est-à-dire, ce que vous avez en bas à droite, c'est donc on prend une fourchette, on appuie sur l'aliment, et la trace des dents pardon, on appuie sur l'aliment jusqu'à ce que le bord de l'ongle devienne blanc, ça donne une idée d'une certaine pression qui n'est pas énorme non plus. Et lorsqu'on relève la fourchette, la trace des dents reste sur l'aliment. Et voilà, on considère que ça, c'est un aliment suffisamment tendre pour les patients qui peuvent mâcher, mais pas trop. Hein. Les patients dont on parle depuis tout à l'heure, finalement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des dents, mais je pense que Charles, tu pourras compléter, mais l'importance aussi de la salivation, l'importance de la langue, l'importance de la qualité des joues. Enfin, on ne mange pas qu'avec les dents, hein. Il y a tous les organes de la bouche qui rentrent en compte quand on mange. Et là, on le démontre bien dans le sens où quand il y a une défaillance, il faut que l'aliment pallie cette défaillance, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut mixer l'aliment. Il y a des étapes préliminaires. Et le fait de couper l'aliment, de le rendre tendre et de le rendre glissant, ça contribue aussi à faciliter en fait l'acceptation de l'aliment et de le rendre plus facile à mâcher en fait finalement et à le déglutir du coup. Ouais. Non, moi, Donc j'ai rien Nadia à dit ajouter. très clair. Je trouve ça passionnant. Franchement, c'est génial ça. Tout votre métier, je trouve. Franchement, c'est pour avoir travaillé, tu sais, avec Nicolas là, chez Swalis, c'était génial de découvrir tout ça. Oui, Incroyable. oui. Et nous, on n'est pas du tout formés pour le coup sur ces trucs-là, hein. Pas du tout. C'est-à-dire que on comprend les troubles à peu près, tu vois. Voilà, il y a la déglutition, etc. Macro, quoi. Mais tout ça, là, toutes les solutions qui sont mises derrière, etc., moi, je trouve ça génial. Et... Mais d'où l'intérêt de travailler en équipe pluridisciplinaire. Hein. On dit souvent l'alimentation, c'est que le cuisinier ou que la diète. Non, l'alimentation, c'est tous les professionnels parce qu'en fait, tout le monde agit à son niveau, aussi bien la SH que le cuisinier, que le dentiste, que l'ortho, que la diète. Donc, il faut qu'on bosse tous ensemble. Tout à l'heure, tu parlais tu parles d'un continuum en disant il y a d'abord mâcher, puis ensuite il y a ce qui va se passer au niveau laryngé, puis il y a la digestion. Mais regarde, tu peux le pousser encore plus loin, le truc. Tu as d'abord, est-ce que je peux couper? Si je ne peux pas couper, on va couper pour moi. Et si on fait appel à un pro, on fera appel à un ergo. Est-ce que je peux porter à la bouche? Si je ne peux pas, on va m'aider. Et comment on va m'aider? Allez, on pousse le truc un peu plus loin. Du coup, il faut des cuisiniers. Il faut des cuisiniers pour faire ça. Mais du coup, on pousse encore plus loin. Il faut des soignants qui repèrent. Il ne peut pas couper, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas mâcher. Vous voyez? Et donc, du coup, on se retrouve avec un continuum qui est en fait basé sur l'anatomie. L'anatomie des gens et leur capacité à faire. Mais sur ce continuum, tu vois, et c'est ce que j'allais te dire aussi, c'est en gros, si déjà on faisait l'effort, chacun individuellement, d'être une pièce du puzzle qui s'emboîte convenablement, je pense qu'on aurait déjà fait un beau progrès. Là, actuellement, on fait chacun notre pièce du puzzle et malheureusement, elle ne s'emboîte pas, tu vois. Oui, c'est pour ça que c'est pluridisciplinaire, éminemment pluridisciplinaire. Ouais, tout à fait. Et il faut qu'on s'accorde sur le discours. Ça, je sais que Charles, tu insistes beaucoup là-dessus et je partage ton avis. C'est que malheureusement, on a tous aussi notre avis sur l'alimentation, on a certainement tous notre avis sur les mixtes. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, demain, il faut tous qu'on s'accorde sur le même discours, que l'objectif, c'est que le résident il soit au centre de nos préoccupations et qu'on doit être aligné sur les messages qu'on fait passer. Bon, je vois l'heure qui tourne. On va respecter le créneau. Je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, merci Charles. Merci beaucoup pour ton implication, pour tous les échanges qu'on a régulièrement avec toi. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci à tous d'être là. Et puis, en tout cas, ça a été enregistré. Donc, vous aurez accès au replay. Donc, n'hésitez pas à le faire véhiculer autour de vous pour améliorer l'alimentation des EHPAD. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Merci Charles. Au revoir.